Bon, bonsoir. Content d'être avec vous ce soir. Alors, j'ai choisi comme formule pour la conférence que je vais donner le témoignage. Je vais vous présenter mon témoignage et mon interprétation de pourquoi on est arrivé à cette situation extrêmement grave dans laquelle un gouvernement qui représentait énormément d'espoir pour la population grecque et pour les peuples d'Europe a capitulé le 13 juillet et est entré maintenant dans une logique de continuation des politiques qu'il dénonçait et qu'il continue à dénoncer. Et donc je ne vais pas présenter la situation vécue par la population grecque aujourd'hui, parce que j'imagine que tous ceux et toutes celles qui sont venus sont bien convaincus qu'il y a une crise humanitaire, et on vient d'y faire référence, et quel est le produit, très clairement, des politiques dictées par les créanciers de la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne qui représente les États de la... en l'occurrence face à la Grèce, les États de la zone euro qui ont octroyé des prêts à la Grèce, le Fonds monétaire international, le Fonds européen de stabilité financière qui est une création de la Commission européenne et des 14 États qui, parmi les États membres de la zone euro, ont fait un prêt bilatéral à la Grèce. Je ne vais pas rentrer dans les détails de quelle est la dette grecque, etc., alors que je viens d'y consacrer des mois et des mois de travail. Donc vous savez sûrement que je coordonne les travaux de la Commission pour établir la vérité sur la dette grecque, qui a été créée à partir de mars 2015 par la présidente du Parlement grec et qui a reçu le soutien du gouvernement grec, du président de la République de la Grèce, lors d'une séance inaugurale de lancement des travaux le 4 avril 2015. Vous pouvez trouver toute la documentation sur nos travaux, sur différents sites, mais en particulier sur le site du CADTM que j'anime. Donc si vous ne connaissez pas encore, le site internet c'est www.cadtm, de Comité Annulation Dette Tiers-Monde, donc cadtm.org. Là vous trouverez notre rapport préliminaire en français. Nous l'avons présenté les 17 et 18 juin au Parlement grec lors de 2 journées de travaux retransmis en direct par la télévision du Parlement grec. Ce rapport est donc, qui fait 65 pages, est téléchargeable gratuitement sur le site du CADTM. Il est publié aussi chapitre par chapitre, il y a 9 chapitres. Et il y a une semaine exactement, j'ai bouclé la maquette de la version livre de ce rapport qui va paraître à la maison d'édition Les Liens qui Libèrent et qui sera présenté lors des travaux de l'université d'été d'Attaque France qui se déroulera, cette université, du 25 au 28 août à Marseille. Et j'aurai l'occasion, avec la présidente du Parlement grec, Zoé Constantopoulou, de participer à la plénière d'ouverture de cette université d'été. Donc, je vous invite à lire ce rapport. On l'a écrit de manière synthétique et de manière, je dirais, la plus intelligible possible, la plus rigoureuse possible aussi, mais pour que des gens comme vous, et parmi vous, il y a certainement des gens qui n'ont pas une formation d'économiste ou de juriste,
pour mettre à la disposition d'un public le plus large possible les outils de compréhension de la dette telle qu'elle est réclamée aujourd'hui à la Grèce et de son caractère illégitime, illégal, odieux et insoutenable. Et nous expliquons dans le rapport quelles sont les définitions que nous avons adoptées pour analyser, identifier les parties illégitimes, illégales, insoutenables et odieuses. Donc je viens de résumer très brièvement un peu là un élément du travail que j'ai effectué les derniers mois, mais je me suis dit que on est à un moment tellement important aujourd'hui avec un tournant effectué depuis le 13 juillet, à savoir la signature d'un accord funeste aux petites heures du matin par Alexis Tsipras suite à 17 heures de négociations avec l'Eurogroupe, la situation est tellement grave que c'est important d'essayer de donner une version sur pourquoi on en est arrivé là. Alors je dis, on est à un moment extrêmement grave parce que, à l'heure où je vous parle, le Parlement grec est sûrement en train de commencer ses travaux. On lui soumet une loi omnibus, c'est l'expression officielle là-bas, un texte de 300 pages que les parlementaires ont reçu hier ou ce matin, un texte de 300 pages qui n'est pas écrit, le texte ce n'est pas voici les mesures que vous allez adopter. Les 300 pages, c'est tel article de telle loi est modifié de telle manière. C'est-à-dire que c'est absolument incompréhensible à la lecture de ce document de voir de quoi il s'agit. Il faut pouvoir comparer les textes de loi en vigueur, les articles en question, les trouver et comprendre en quoi ces articles sont modifiés et le contenu de la loi est modifié par cette loi omnibus de 300 pages. Donc déjà lire un document de 300 pages sérieusement en moins de 24 heures, ce n'est pas possible, mais tel qu'il est rédigé, il n'est pas possible, même en 2-3 jours, de réellement comprendre de quoi il s'agit. Et donc, le Parlement vient sûrement de commencer ses travaux, et à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin, peut-être plus tôt, majorité contre opposition, le texte sera adopté. Et cette majorité sera obtenue grâce à l'apport de 3 partis de droite. Ceux qui ont géré la politique en Grèce depuis l'intervention et la création de la Troïka en mai 2010, à savoir Nouvelle Démocratie, qui est le principal parti de droite, le PASOK, qui est le parti socialiste passé très clairement à droite et qui électoralement l'a payé d'ailleurs très fort lors des élections du 25 janvier, puisqu'il n'a plus que 4,5%, il est le 5e ou 6e parti en ordre d'importance sur cette partie représentée au Parlement grec. Et Potami, ce nouveau parti créé en 2013-2014, même en 2014, qui est un véritable parti de droite, pro-Commission européenne, pro-austérité. Et ces 3 partis de droite, donc je range le PASOK dans la droite, clairement, vont apporter leur voix à la partie des députés de Syriza, qui constitueront une majorité des députés de Syriza. Certainement 120 députés de Syriza vont voter pour sur les 149, peut-être plus, parce que les pressions exercées sur ceux qui jusqu'ici ont voté contre sont énormes pour les pousser à voter pour cette fois-ci. Mais donc on va avoir
au petit matin de demain l'adoption de cette loi Omnibus qui, normalement, ensuite permettra à l'Eurogroupe, qui se réunira demain, de dire on octroie un nouveau programme de crédit à la Grèce pour un montant de 86 milliards et valable pour une durée de 3 ans. Donc je suis en train de... Nous sommes réunis là à un moment très grave, dans une situation tout à fait particulière, puisque la présidente du Parlement grec, qui préside donc cette session, va voter contre, on le sait, et va certainement, à l'issue du vote, demain, on apprendra, enfin probablement, que les députés de Syriza qui ont voté contre sont exclus du groupe parlementaire de Syriza par la majorité du groupe parlementaire de Syriza. C'est probable que cela va arriver. Donc, c'est réellement une situation extrêmement grave. Et pour tous ceux qui, comme vous et moi, avons un espoir énorme et une attente énorme de voir un virage être pris en Europe, cette situation constitue une douche froide, un cauchemar, et bien au-delà de nous, de nos espoirs déçus. Nous sommes ici, nous ne vivons pas les effets directs, mais c'est évidemment les effets sur la population grecque. Ces retraités grecs qui ont voté pour Syriza et qui leur avaient indiqué que une partie de ce qui leur avait été retiré leur serait restituée pendant la gestion du gouvernement de Tsipras, ces retraités vont subir de nouvelles réductions très vite, parce que la taxe TVA sur une série de produits passe à 23%, ce qui va évidemment entamer leur pouvoir d'achat, et est programmé à partir de la mi-2016 une réduction de la retraite complémentaire perçue, y compris par les retraités qui ont les retraites les plus basses. Et cette pension, ou cette retraite complémentaire s'appelle ECAS, s'élève à environ 60 €. Et ce qui est dans l'accord, c'est que des 160 €, on arriverait à la fin 2009 à 30 €. Donc une nouvelle réduction de 130 € pour des retraités dont 47% ont une retraite en dessous de la ligne de pauvreté absolue adoptée officiellement au niveau de l'Europe. Donc des retraités qui vivent avec 350 €, 300 €, 250 € par mois vont voir encore leur retraite diminuer. Et donc c'est non seulement une déception, mais en termes de crise humanitaire, il est certain que malgré certains palliatifs mis en place, parce qu'il y en a, le gouvernement d'Alexis Tsipras a adopté une loi pour combattre la crise humanitaire qui représente une dépense de 200 millions d'euros à mettre dans la balance par rapport aux plus de 7 milliards que le même gouvernement a remboursé aux créanciers depuis février. Mais effectivement, il y a une dépense de 200 millions qui apporte une aide humanitaire aux plus affectés par la crise, et qui notamment prévoit et qui a fait en sorte qu'on raccorde à la distribution électrique et l'alimentation électrique la majeure partie des ménages
qui n'avaient plus de possibilité de consommation électrique, puisqu'on leur avait coupé le raccordement électrique, et une loi qui donne accès aux services de santé, donc une loi significative, je dirais significative, mais avec un montant finalement dérisoire, 200 millions, par rapport à l'autre montant que je viens de citer. Bon, alors, je voudrais un peu expliquer, à partir de mon expérience, selon moi, pourquoi on en est arrivé là. Et donc, quelque part, tout commence en 2008-2009. On a cette crise qui affecte toute l'Europe comme contagion de la crise qui avait explosé aux États-Unis en 2007. Une crise donc bancaire, une crise financière privée qui amène les États de l'administration en pouvoir aux États-Unis et les différents États en Europe à sauver les banques, action qui provoque une augmentation très importante de la dette publique à partir de 2008, et ça touche la Grèce, ça touche la Belgique, l'Irlande, le Portugal, l'Islande, ça touche un peu moins fortement la France, mais je n'ai pas le temps de dire pourquoi, mais quand même, ça touche aussi la France. Et donc, confronté à cette situation de 2008-2009, l'organisation que j'anime, le CADTM, explique que d'ailleurs dès novembre 2008, que l'explosion de la crise de la dette publique entraînée par la crise provoquée par les banques et l'augmentation de la dette provoquée par leur sauvetage va relancer rapidement les politiques d'austérité qui étaient en vigueur, mais disons, va augmenter l'ampleur des politiques d'austérité appliquées en Europe. Et donc, du côté de l'organisation que j'anime, on se tourne vers passer de la thématique de la dette du tiers-monde, qui avait fait pendant plus de 20 ans notre priorité et qui continue à constituer une priorité de notre travail, à y ajouter la question de la dette publique des pays du Nord. Et on essaye de prendre, à partir de 2009, une série d'initiatives en s'adressant à ATTAC, à toute une série d'autres forces sociales, de syndicats, de partis de gauche, pour essayer de répondre ensemble à ces nouveaux défis de cette explosion de la dette publique et de l'aggravation qui allait venir des politiques d'austérité. En 2010, comme vous le savez, la Grèce est frappée par une spéculation très forte et les autorités grecques, avec le gouvernement dirigé par Georges Papandréou, qui avait été élu le 4 octobre 2009 sur un programme de « Il y a de l'argent pour améliorer les conditions de vie des Grecs ». Et un des thèmes principaux de la campagne de Georges Papandréou, c'était « On va mettre fin à la génération des salaires de 700 € parce qu'on va augmenter fortement les salaires. Donc ceux qui gagnent 700 € vont passer à 850 €. Okay? Il a gagné les élections sur cette promesse-là de rupture avec les politiques d'austérité engagées par Nouvelle Démocratie et son chef de l'époque, Karamanlis. Il gagne les élections le 4 octobre, mais dès la fin octobre, il décrète qu'il y a un déficit public beaucoup plus important que celui déclaré officiellement par Karamanlis, et Papandréou dramatise la situation de la Grèce et dit « La situation des finances publiques grecques est intenable. On a 14%, dira-t-il en mars 2010, en falsifiant les statistiques de la Grèce, il décrète qu'il y a 14% de déficit
fiscale en Grèce, alors que Karamanlis, à l'issue de son mandat, disait que c'était 6,5%. Donc Papandréou dramatise et dit il faut un programme d'austérité extrêmement fort et il nous faut l'aide des autres États européens, de la Commission européenne et du Fonds monétaire international, à la tête duquel se trouve son ami Dominique Strauss-Kahn. Ils sont tous les deux de l'Internationale socialiste. Georges Papandréou est un des dirigeants de l'Internationale socialiste et DSK est présidentiable en France à l'époque, avant les événements que tout le monde connaît, qui sont passés un peu plus tard. Et on lance donc un plan soi-disant de sauvetage de la Grèce qui est annoncé en mars mais signé en mai, le 9 mai 2010, et c'est le premier mémorandum imposé à la Grèce pour lequel se crée de toutes pièces la Troïka. Le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne s'auto-dénominent Troïka et deviennent des créanciers extrêmement importants de la Grèce, puisque cette Troïka prête à la Grèce 110 milliards. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste indiquer, comme vous pouvez le trouver dans une vidéo d'une trentaine de minutes où je communique les résultats du rapport au Parlement grec le 17 juin, j'explique comment, en réalité, à cette époque, le problème n'était pas un problème des finances publiques grecques, mais des banques grecques et des banques françaises et allemandes qui étaient les principales créancières des banques privées grecques et de l'État grec, pas simplement de l'État grec. Et banques privées qui avaient allègrement créé une bulle spéculative de crédit qui allait éclater. Et donc, au lieu de reconnaître qu'il y avait un nouvel avatar de la crise bancaire privée, les Papandréou, DSK, Trichet à la tête de la Banque centrale européenne et Barroso à la tête de la Commission européenne se sont mis d'accord pour dire c'est une crise de la dette publique grecque. Et donc c'est la faute à la dette publique. Et donc c'est la faute au trop de dépenses publiques. Et donc on va prêter à la Grèce pour venir en aide aux Grecs et appliquer une série de politiques qui vont assainir l'économie grecque, commencer pour la première fois à collecter les impôts, parce qu'on a dit qu'on ne collectait pas les impôts en Grèce, et faire les réformes nécessaires avec des privatisations, etc. Alors qu'en réalité, les 110 milliards prêtés à la Grèce allaient servir à recapitaliser les banques privées grecques, et qui constituent un lobby très important, qui ont une puissance, qui exerce une pression très importante sur les gouvernants grecs, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et sauver les banques françaises et allemandes qui étaient les principales créancières à l'égard de la Grèce, mais principalement de dettes privées grecques, de dettes de banques grecques. Il y a donc un sauvetage, et là je reviens à ce que nous faisons comme CRDTN, nous dénonçons ce mémorandum déjà annoncé en mars avec des communiqués de presse, en expliquant de quoi il s'agit exactement. Et en disant, comme organisation, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qu'il faut remettre en cause la légitimité de la dette passée et de la nouvelle dette contractée auprès de créanciers publics, la Troïka, qu'il faut remettre en cause le programme de privatisation, qu'il faut une réforme fiscale pour faire payer les riches, qu'il faut assainir le secteur bancaire en le socialisant, et donc sans utiliser de l'argent public pour recapitaliser les banques grecques. Pour nous, il fallait les mettre en faillite de manière ordonnée en protégeant les dépôts des Grecs et en organisant une mauvaise banque, une bad bank, comme ça a été fait en Suède dans les années 90, ou en Islande à partir de 2008-2009, et en créant une
un pôle bancaire public, donc une socialisation des banques privées grecques. Donc on a fait ces propositions dès mai 2010. Alors, dès le début au cours de l'année 2010, une série de Grecs essayent de se situer dans cette crise et cherchent un peu la possibilité de solutions alternatives. Et comme j'avais participé à l'audit de la dette de l'Équateur à la demande du président Rafael Correa en 2007-2008, mon nom commence à être connu en Grèce et une série de personnalités grecques rentrent en contact avec moi au cours de l'année 2010 et une députée grecque, Sofia Sakorafa, qui était une députée du PASOK, qui a rompu avec le PASOK à partir de mai 2010 en protestant contre le mémorandum, et qui passe quelques mois plus tard à Syriza. Mais Syriza, en 2010, c'était une organisation politique qui avait obtenu en 2009 4% des voix. Elle avait un nombre très limité de parlementaires. Mais certains parlementaires PASOK, qui étaient des parlementaires honnêtes, dégoûtés par la trahison de Papandréou, se rapprochent de Syriza. Et elle, Sofia Sakorafa, très connue des Grecs parce qu'elle avait été médaille d'argent à des Jeux pan-européens comme lanceuse de javelot. C'était une personnalité sportive et politique très connue des Grecs. Elle s'oppose au mémorandum, elle se rapproche de Syriza et elle propose au Parlement grec en décembre 2010 de créer, par voie d'une loi, une commission d'audit de la dette grecque. Et elle dit on peut faire appel à Éric Toussaint et on peut se baser sur l'exemple de l'Équateur qui a, suite à un travail d'audit en 2007-2008, suspendu le paiement de la dette et obtenu une réduction très importante de sa dette. Et à la même époque, je suis contacté par un économiste grec important, Kostas Lapavitsas, qui prenait des positions fortes dans la presse grecque sans être de Syriza. Il était à l'extrême gauche de Syriza, lié à une coalition de gauche radicale, parce qu'il en existe. Syriza veut dire coalition de la gauche radicale, mais il y a une autre coalition de la gauche radicale qui s'appelle Antarsia, et lui il était plutôt proche d'Antarsia, et il me contacte et il me dit est-ce que avec Sofia Sakorafa on ne pourrait pas lancer un appel international pour créer une commission d'audit de la dette, une commission citoyenne d'audit de la dette. Et donc je dis oui tout de suite. Je donne une série d'interviews, c'est publié par des organes de la grande presse quotidienne grecque en décembre 2010 et en janvier 2011, et je m'engage à collecter des signatures de personnalités internationales. Et donc je convainc des personnes comme Noam Chomsky, comme Jean Ziegler, comme Tariq Ali, et des dizaines d'autres, à signer un appel pour soutenir la création d'une commission d'audit citoyen de la dette grecque. Et nous réussissons à lancer cette commission d'audit. On rend public le 4 mars 2011 cet appel à la commission. Et en mai 2011 se tient la première conférence internationale de soutien à la création de cette commission. Et je co-organise avec le comité d'audit citoyen grec, qui en grec s'appelle, les sigles c'est ELE. Nous tenons une conférence internationale avec 3000 personnes présentes en mai de 2011. Cet appel
est signé, peut-être que les noms maintenant, à l'époque, ça ne vous aurait rien dit, mais par un certain Euclide Tsakalotos, qui est aujourd'hui le ministre des Finances, qui a remplacé Varoufakis et qui vient de terminer la négociation amenant à cette loi Omnibus qui est présentée au Parlement ou imposée au Parlement au moment où je parle. Il signe l'appel pour la création de cette commission d'audit, signe aussi cet appel Panagiotis Lafazanis, qui était le ministre de l'énergie et leader de la plateforme de gauche dans Syriza, qui vient d'être démissionné par Tsipras au lendemain du 16 juillet, parce que pendant la nuit du 15 au 16 juillet, donc il y a un mois, le Parlement a adopté le premier accord, celui signé par Tsipras le 13 juillet, et Lafazanis, qui était un des super ministres du gouvernement, vote contre dans la nuit du 15 au 16 juillet, et il est démissionné par Tsipras. Mais donc il avait signé l'appel pour l'audit. Il y avait aussi dans les signataires Nadia Valavani, des vice-ministres des Finances, qui a démissionné, elle, le 15 juillet, en annonçant qu'elle voterait contre l'accord, donc le 15 juillet 2015. Et moi, je commence à connaître ces gens-là à partir de 2011. Et on commence à travailler ensemble. Alors, il y a une personnalité que je ne connaissais pas à l'époque, un certain Yanis Varoufakis, qui lui décide de ne pas signer l'appel que nous avions lancé. Alors c'est tout à fait intéressant, j'ai retrouvé les échanges de mails, parce que en fait, dans les gens que j'avais contactés au niveau des personnalités internationales pour soutenir la création de la commission d'audit, il y a un certain James Galbraith. James Galbraith, c'est un grand économiste des États-Unis que je connaissais depuis plusieurs années. Son père a été conseiller de Kennedy et lui-même est un économiste néo-keynésien et on se connaissait, on dialoguait depuis des années. Et donc, en février 2011, je lui ai écrit pour dire: est-ce que tu veux signer cet appel international avant qu'on le rende public? Et il me répond: je vais consulter des amis grecs. Et il consulte Varoufakis. Et Varoufakis alors rend public un document qui n'a jamais été traduit en français, mais où il dit: voilà, j'ai été contacté par mon ami James Galbraith pour savoir si je signais l'appel en soutien à la commission d'audit. Et bien que je trouve sympathique les gens qui appellent à faire l'audit, et bien que je sois pour la transparence des finances publiques, et bien qu'il y ait des problèmes avec la dette grecque, je refuse de signer cet appel. Parce que si on suspendait le paiement de la dette, la Grèce retournerait, tenez-vous bien, c'est les paroles les mots de Varoufakis, la Grèce retournerait à l'âge de la pierre, si on suspendait le paiement. Ça, c'est sa position en 2011. Je la mentionne parce que ça permet de comprendre des choses qui se sont passées en 2015. Donc il ne signe pas. Sa lettre, il la complète quelques semaines plus tard parce que un élément très important de la campagne pour lancer l'audit, c'est un documentaire qui s'appelle Debtocratie. Alors, qui ici dans la salle a vu le documentaire Debtocratie? Vous voulez bien lever la main? Bon, ça fait une minorité, mais significative. Ben vraiment, j'invite tous les autres qui ne l'ont pas vu à le regarder. Vous tapez sur Internet Debtocratie, il est en téléchargement libre. C'est un documentaire de 73 minutes, réalisé par principalement un cinéaste qui s'appelle Haris Aristofanou, qui a fait plusieurs films depuis. Et ce film, il l'a fait avec un budget de 8 000 € en un mois et demi. Et pour réaliser le film, il m'avait contacté
à partir de décembre 2010, je ne pouvais pas me rendre en Grèce, et je lui dis, est-ce que tu veux bien venir à Dakar, fin février 2011, on pourra réaliser l'interview que tu me demandes, et je te présenterai un équatorien qui a fait partie du comité d'audit de la dette équatorienne, Hugo Arias, et tu pourras l'interviewer aussi. Il m'a dit, ok, on se retrouve à Dakar, il m'interviewe, et si vous regardez le film, j'interviens pendant une vingtaine de minutes dans le film, tout comme Varoufakis d'ailleurs, qui intervient dans la première partie, tout comme Kostas Lapavitsas et d'autres intervenants. Ce film a fait un tabac en Grèce. Quand il est sorti début avril 2011 sur Internet, en 6 semaines, 1,5 million de Grecs l'ont téléchargé, sur une population de 10 millions. C'est peut-être le documentaire alternatif qui, dans l'histoire des médias alternatifs au niveau mondial, a eu le plus d'impact en un temps court sur l'opinion publique d'un pays donné, et a rendu populaire le thème de l'audit de l'Équateur, de la suspension de paiement par l'Argentine, et de en quoi la dette grecque était légitime, et pourquoi il fallait soutenir l'audit citoyen de la dette grecque. Donc c'est un film qui nous a servi dans la construction de cette campagne pour le lancement de l'audit citoyen de la dette grecque. Et donc, il y a cette conférence en mai 2011, et ce comité citoyen d'audit a un impact énorme grâce au film Debtocratie. Je vous dis, il y a 3000 personnes qui viennent à la conférence, et puis, en juillet 2011, le mouvement des indignés espagnols qui était né en mars-avril fait effet domino en Grèce, et les places publiques grecques se remplissent de citoyens indignés et commence un mouvement d'occupation des places publiques qui accompagne les grèves générales qui avaient démarré en Grèce à partir de 2010. On compte une trentaine de grèves générales entre 2010 et fin 2012. En juin-juillet 2011, cette initiative d'audit citoyen en Grèce a un impact énorme parce que les stands qui sont tenus sur la place Syntagma, à Thessalonique et dans de multiples villes rencontrent la sympathie des gens, et donc on a vraiment une audience très importante pour la remise en cause de la dette grecque. Donc ça, c'est un élément important. Je voudrais revenir sur un autre événement auquel j'ai participé, c'est en mars 2011. Avant cette conférence publique, j'ai été invité par Syriza, enfin l'organisation principale de Syriza, qui s'appelle Synaspismos, dont le leader était Tsipras, et je suis invité à Athènes par Synaspismos Syriza et par le parti de gauche, de la gauche européenne, présidé à l'époque par Pierre Laurent, et aussi par Oscar Lafontaine, qui était l'ancien ministre des Finances du gouvernement ou précédent, un gars qui était ministre des Finances et qui a rompu en 97-98 avec le Parti social-démocrate allemand pour ensuite participer à la création de Die Linke en Allemagne. Et donc il était membre du parti de gauche. Et donc on m'invite, et j'étais à la tribune avec Varoufakis et avec Tsipras, et avec Lafontaine et avec Laurent. Et c'est le moment où d'ailleurs Varoufakis écrit cette lettre où il dit pourquoi il ne signe pas l'appel. Il signe cette lettre en mars, mais on est réunis à une tribune et j'explique l'audit citoyen, comment ça a fonctionné lorsqu'un gouvernement comme celui de Correa l'a repris en tant que gouvernement et les effets que ça a donné. Et ce qui m'a vraiment frappé à l'époque, c'est que l'organisateur principal de la conférence,
intervient après mon intervention, qui avait été applaudie par 3/4 de la salle, et il intervient pour dire, mais Éric Toussaint, je me demande pourquoi vous dites qu'à partir d'un audit qui déterminerait que la dette est illégitime, pourquoi il faudrait l'annuler et la suspendre? Nous vous avons invité pour expliquer ce que c'est l'audit. Mais l'audit, c'est un exercice qui ne doit pas aboutir nécessairement à des annulations. Donc j'ai compris, là, j'avais déjà quelques pressentiments, on va dire, que les choses allaient être compliquées en Grèce. Et que, y compris du côté de Syriza, il n'y avait pas une volonté d'emblée de se dire un gouvernement de gauche doit prendre des mesures d'annulation de dette basées sur un audit. Bon. Donc ça, c'était en mars 2011. D'ailleurs, nos présentations respectives, ça a été publié en anglais dans un livre dont les co-auteurs sont Tsipras, Varoufakis, moi-même, La Fontaine, etc. Que vous pouvez télécharger, c'est en anglais, c'est pas en français. Donc ça, c'est toujours le premier semestre 2011. Alors, un point très important, en fait, alors que l'audit citoyen avait un écho important, je me rends compte que une grande partie de Syriza n'est pas pour cet audit. C'est la plateforme de gauche dans Syriza qui est pour. Et que des gens clés comme Varoufakis sont contre cet audit. Mais je me rends compte aussi que à peu près toute l'extrême gauche radicale extérieure à Syriza, regroupée dans Antarcia, est aussi tout à fait contre cet audit. Seule une partie d'une organisation importante dans Antarcia, qui s'appelle l'ONAR, c'est l'ancienne jeunesse communiste du Parti communiste grec qui a rompu en 89 avec le Parti communiste parce qu'il avait fait un gouvernement de coalition avec la droite de Nouvelle Démocratie. Et Tsipras est lui-même sorti des jeunesses communistes avec le NAR à l'époque, mais ensuite il a quitté le NAR et a rejoint Synaspismos et est devenu un des leaders donc, par la suite de Syriza. Je vous explique ça parce qu'il y a une histoire commune qu'il faut connaître. Et donc, l'extrême gauche, à côté ou à la gauche de Syriza, s'oppose à l'audit citoyen. Sauf une petite branche de cette extrême gauche. Et elle nous accuse, en se lançant dans l'audit citoyen de la dette, de légitimer la dette grecque. Alors qu'ils affirment que tous les Grecs sont convaincus qu'il faut l'annulation de la dette grecque et donc il n'y a pas besoin de l'auditer puisqu'il suffit de l'annuler. Et donc il ne faut surtout pas en discuter. Et une troisième force, le Parti communiste grec, qui fait encore aujourd'hui 5%, 5,5%, lors de notre conférence publique de mai 2011, vient avec un tract pour nous dénoncer et pour dire le comité d'audit citoyen grec et les internationaux qui l'appuient sont des agents et d'ennemis du peuple grec et sont subventionnés par la fondation Ford. Ils affirment ça dans un tract et ils nous dénoncent donc comme des traîtres, des ennemis au peuple grec. Donc on se rend compte là en 2011 qu'on est dans un contexte compliqué. On a plein de citoyens grecs, dont certains viennent de Syriza, certains viennent du PASOK, qui sont dégoûtés par la ligne du PASOK, qui sont pour l'audit citoyen, mais on a les forces politiques constituées de la gauche qui ne sont pas favorables, ou qui ne sont pas enthousiastes. Bon, ça c'est 2011. 2012, les vagues de grève commencent à s'épuiser, et les Grecs qui en ont marre de l'austérité commencent à placer dans Syriza tous leurs espoirs. Des élections sont convoquées au mois de mai et Syriza mène une campagne radicale sur 5 points. Elle dit si vous nous portez au pouvoir,
nous mettrons fin à toutes les lois décrétées par la Troïka, toutes celles qui affectent la situation du peuple grec et la démocratie grecque. Si vous nous élisez, nous suspendrons le paiement de la dette tant que la croissance économique ne sera pas revenue. 3, nous leverons l'immunité parlementaire parce qu'il y a toute une série de parlementaires du PASOK et de Nouvelle Démocratie qui étaient liés à toute une série de scandales, y compris ayant amené à des dettes tout à fait illégales et légitimes. Nous socialiserons les banques, et j'ai oublié le 5e point. Mais donc une campagne en 5 points très forte, qui amène Syriza déjà un très bon résultat, mais il y a un deuxième tour, et au deuxième tour, Syriza obtient 27% des voix. Elle passe de 4% à 27%, sur une ligne radicale, avec suspension de paiement, et Tsipras, dans la suspension de paiement, parle d'audit de la dette. Des gens comme Sofia Sakorafa et le travail que nous avions fait avaient quelque part abouti à certains résultats sur le discours de Syriza. Okay? En octobre 2012, je suis invité par la jeunesse de Syriza à prendre la parole au Festival de la jeunesse. Et cette organisation de jeunesse de Syriza, qui est radicale, obtient que la veille de ce meeting, où je devais prendre la parole avec Tsipras, obtient que Tsipras se réunisse avec moi et avec son conseiller économique principal de l'époque, John Milios, et avec le responsable de l'organisation de jeunesse, et avec mon ami Yorgos Mitralias, qui avait créé entre-temps en 2010, le CADTM grec, le comité contre la dette, membre du CADTM international en Grèce. Et j'ai réunion donc pendant 1h30 avec Alexis Tsipras, on était à 5, et il connaissait les positions que j'avais, et j'essaye de le convaincre d'une position qu'on avait rendue publique depuis le succès électoral de Syriza en juin 2012. C'était, nous avions écrit un communiqué pour dire « Nous nous félicitons du succès de Syriza, hein, il leur manquait 2% pour battre Nouvelle Démocratie, et nous proposons à Syriza qu'elle crée une commission d'audit, un peu en tant que gouvernement fantôme. Vous savez, cette tradition britannique de créer un gouvernement de l'ombre parallèle au gouvernement officiel. Et effectivement, Syriza a constitué un gouvernement de l'ombre dans les mois qui suivent. Et donc je le rencontrais en disant, mais de votre position dans l'opposition, appuyez une démarche d'audit, il y a l'audit citoyen, mais vous, comme parti, vous pourriez appuyer la démarche, et nous pourrions monter un dossier qui, lorsque vous obtiendrez une majorité parlementaire, vous pourrez vous appuyer sur les résultats de nos premiers travaux pour créer une commission officielle comme gouvernement, et on pourra aller vite pour essayer de soutenir votre position de suspension de paiement pour avoir un rapport de force avec vos créanciers. Et je lui dis, écoutez, j'ai l'impression, enfin, écoute, parce qu'on se tutoie, écoute, j'ai l'impression que tu es déjà en train de mettre de l'eau dans ton vin. On était en octobre 2012. Parce que les discours de Syriza avaient commencé à se modérer par rapport à la campagne de 2012. Le lendemain, on tient un meeting ensemble, et vous pouvez trouver mon discours à ce meeting, et la vidéo, et la retranscription, et j'explique que, selon moi, la réussite de Syriza, c'est parce qu'elle a osé tenir un discours très radical, et qu'elle a notamment proposé la suspension de paiement, et qu'il fallait continuer dans cette ligne-là. Mais je me rends compte, j'avais Tsipras à côté de moi, qu'il n'était pas du tout enthousiaste par ce que j'étais en train de dire. Bon, ça c'est octobre 2012.
2013, j'essaie d'accélérer, alors que pendant des mois, on continue à essayer de convaincre Tsipras de quand même adopter cette orientation-là, et que Sofia Sakorafa, dont je vous ai parlé, qui avait quitté le PASOK et qui avait été élue en juin 2010 comme la députée avec le plus de voix de tous les députés du Parlement grec, donc tout parti confondu, elle avait été la députée qui avait reçu le plus grand nombre de voix. Elle avait un impact sur Tsipras, parce qu'elle était, je dirais, notre porte-parole de l'audit. Et en octobre 2013, elle me contacte et elle me dit « Est-ce que tu veux bien venir à Athènes? On a enfin convaincu Tsipras sur cette affaire. Et on va avoir une réunion avec lui. Est-ce que tu veux bien venir la préparer ?» Je vais 3 jours avant cette date de réunion avec Tsipras. Et pendant 3 jours, on prépare notre discussion avec Tsipras. On se retrouve avec Tsipras, le secrétaire général de Syriza, Dimitri Vitsas, à l'époque, Sofia Sakorafa et moi, et on discute pendant 1h30. Et je lui dis, on était en octobre 2013, écoute, jusqu'ici vous n'avez pas repris cette perspective-là, mais je reviens avec la perspective de constituer une commission d'audit en tant que Syriza, et on a vraiment des arguments très forts, et notamment je lui dis, écoute, on vient de révéler des documents secrets du FMI, c'est le Wall Street Journal qui venait de publier le compte-rendu interne de la réunion du FMI de mai 2010, où le FMI décide de apporter 30 milliards à la Grèce dans le cadre des 110 milliards du mémorandum du 9 mai 2010. Et on avait la preuve, là, à partir d'octobre 2013, que le FMI n'avait pas respecté ses propres normes et qu'une dizaine de directeurs exécutifs sur 24 disaient à la réunion que ça n'allait pas marcher. Et donc je lui dis, là, on a un dossier extrêmement solide et je lui développe une série d'arguments. Et je me rends compte que, pas plus qu'en 2012, il ne s'ouvre à ma proposition. Et je me rends compte qu'il a réellement l'illusion que le FMI va soutenir, s'il devient gouvernement, la revendication de réduction de la dette. Mais, en même temps, comme il était face à sa députée la plus élue, la plus votée, il me dit la chose suivante. Voilà, on était donc en octobre 2013, je vais rencontrer Pierre Laurent dans 15 jours, il est le président du Parti de la gauche européenne, on prépare la réunion européenne du Parti de la gauche européenne qui se tiendra à Madrid. Est-ce que tu veux bien participer à la commission de préparation d'une conférence européenne sur la dette, et tu serais un des 5 membres de cette commission, avec Pierre Laurent et avec quelqu'un que je désirais. Je dis, ok, pas de souci, je suis prêt à donner un coup de main là-dessus. Il va rencontrer Pierre Laurent, il y a la réunion de décembre 2013 du Parti de la gauche européenne, et leur proposition, la proposition de Tsipras, et il avait voyagé avec Sofia Sakorafa, de tenir une conférence européenne forte à Athènes, est mise en minorité. Et plusieurs partis de la gauche européenne disent, non, on ne peut pas dénoncer les dettes illégitimes, il n'y a pas de dette illégitime, on va faire une conférence européenne à Bruxelles et pas à Athènes. Bon, cette conférence européenne aura lieu en 2014, donc l'année passée. J'ai été invité comme un des orateurs, et alors que la conférence européenne qu'on avait pensé, planifiée, devait être une conférence européenne à Athènes avec des milliers de personnes, la conférence qui a eu lieu à Bruxelles et à laquelle j'étais invité, et à laquelle Tsipras est venu, John Milios est venu, Tsakalotos est venu, Pierre Laurent est venu, il y avait 120 personnes dans la salle à la maison de la Confédération européenne des syndicats, et personne n'a entendu parler de cette conférence. Et cette conférence donc a eu lieu sous cette forme, je dirais absolument discrète, et dans le panel
dans lequel j'intervenais, nous étions deux, Euclide Tsakalotos et moi. Donc là, on était en mars 2014. Et je dis devant toute l'Assemblée et devant Tsipras et Milios et Tsakalotos, écoutez, vous avez fait de votre priorité la proposition de réunir une conférence européenne pour résoudre le problème de la dette sur le modèle de l'accord de Londres de 1953. Bon, je ne peux pas vous résumer l'accord de Londres, et donc, mais j'ai écrit énormément là-dessus, et vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé et comment on a réduit la dette allemande. Et je leur dis, bon, je leur dis donc en mars 2014, en public, ok, avancez cette proposition, mais vous n'avez aucune chance. Draghi n'acceptera pas, le président de la Commission européenne de l'époque n'acceptera pas, vous ne serez pas suivi, et donc il vous faut un plan B. Et j'explique les propositions que j'ai sur le plan B. Et je m'aperçois qu'ils sont absolument contre un plan B. Ils ne veulent pas d'un plan B. Ils ont un plan A, ou ils ont un plan, point. Il n'y a pas de A, B, C. Il y a A, ou en fait il n'y a même pas A, puisqu'il n'y a qu'un plan. Et je m'aperçois aussi que le conseiller économique principal, John Milios, ne veut toujours pas entendre parler d'audit citoyen de la dette. On était en mars 2014. Et le plan dit quoi, pardon, pour résumer? Le plan A dit quoi? Alors le plan A, il est défini finalement, il est rendu public en septembre 2014. Ça s'appelle le plan de Thessalonique. Et c'est sur ce plan-là que Syriza a gagné, c'est avec ce plan-là que Syriza a gagné les élections du 25 janvier 2014. Et ce plan dit la chose suivante. Le plan, c'est nous allons prendre telle et telle mesure qui vont restaurer partiellement la situation telle qu'elle existait avant l'intervention de la Troïka. Donc nous allons restaurer les retraites les plus basses, donc celles en dessous de 700 €, nous allons grosso modo les restaurer, pas les autres. Et ça, c'était un plan du programme. L'autre plan du programme, le salaire minimum légal qui a été diminué de 25%, nous allons le restaurer progressivement. Celui des jeunes en dessous de 25 ans qui a été diminué de 32%, nous allons le restaurer. Donc restauration du salaire minimum légal. Nous allons prendre une loi de lutte contre la crise humanitaire. Nous allons reconnecter les 300 000 familles qui n'ont pas d'électricité, celles dont on a coupé l'eau courante aussi. Donc une vingtaine de mesures anti-austérité. C'est un programme anti-austérité. Et Syriza dit dans son programme, nous pouvons prendre ces mesures en les finançant par des taxes mieux prélevées, et notamment des taxes ciblées sur les riches, et les dépenses donc, que nous allons réaliser vont être financées par des recettes supplémentaires, et nous garantissons que nous resterons dans l'équilibre budgétaire et que nous aurons même ce qu'on appelle un surplus primaire avant remboursement de la dette. Ok? Et nous poserons, dit le programme de Thessalonique, la nécessité de la réduction de la dette. Mais là, il n'y a pas, nous recourrons à la suspension du paiement de la dette. C'est nous demanderons une réduction de la dette via la convocation d'une conférence européenne sur la dette. Mais l'idée du programme de Thessalonique, c'est très clair, nous ne prendrons pas des mesures unilatérales en tant que Grèce pour suspendre le paiement. Et vaguement dans certains discours, mais ce n'est pas explicite dans le programme, il y a l'idée qu'il pourrait réaliser un audit de la dette. Mais ce n'est pas vraiment explicite dans le programme. Bon. Alors, la faille dans ce programme, c'est que ce n'est pas possible de dégager un surplus primaire, enfin d'avoir un équilibre budgétaire,
tout en réalisant les mesures promises par Syriza. Les recettes, il n'était pas possible de les mobiliser suffisamment rapidement que pour financer le programme. Pour réaliser ce programme-là, il fallait une réduction de la dette. Donc il y avait un caractère irréaliste pour moi d'emblée dans le programme. Mais comme il ne voulait pas aller devant l'électorat grec avec un programme radical, il voulait un programme anti-austérité, il affirme que c'est possible. Ok? Alors, un mot d'explication. Ce que j'ai découvert quand en fin 2012, et c'était une hypothèse que j'avais avancée, mais j'ai eu la confirmation au cours de l'année 2013, en discutant justement, en préparant ma rencontre avec Tsipras. J'ai dit, mais j'ai demandé à Sofia Sakorafa et à d'autres, expliquez-moi. Sofia était dans la majorité, Tsipras. Elle n'était pas dans la plateforme de gauche. Elle était un des lieutenants de Tsipras, si vous voulez. Ok? Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, en fait, le lendemain des élections de juin 2012, on a eu très peur. On s'est dit, mais, excusez-moi, putain, on a failli gagner les élections. Et si on les avait gagnées avec nos 5 points, la réalisation de ces 5 points impliquait un affrontement important avec les autorités européennes. Et ils se sont dit, c'est pas possible de le faire. Ils ont été convaincus qu'il fallait éviter cela. Et donc pour éviter cela, il fallait modifier les 5 points et présenter un programme comme celui de Thessalonique qui dit on peut maintenir un surplus budgétaire primaire. C'est-à-dire on reste dans les rails de la discipline budgétaire, mais nous démontrons aux autorités européennes qu'on peut rester dans les rails de la discipline budgétaire tout en étant juste socialement par rapport, en abandonnant, si vous voulez, une série de mesures d'austérité injustes socialement. Et ça, c'est une profonde illusion. Mais ils ont décidé consciemment d'aller vers l'électorat comme ça. Et donc, bon, ça c'est 2014, la victoire électorale de 2015. Ce qui se passe, c'est dès qu'est convoqué ces élections anticipées, c'était fin décembre, je suis immédiatement contacté le 2 janvier par quelqu'un qui dit « Je suis l'envoyé de Tsipras, il m'a chargé de te demander de le conseiller sur la dette. » Donc j'étais un peu étonné parce que on avait eu une série de rencontres et on n'avait pas eu de suivi. Bon, je dis oui, tout de suite. Et il me demande une série de propositions, je fais une série de propositions, il les traduit en grec, cette personne, il les envoie à Tsipras, et donc on a plusieurs réunions, plusieurs documents, et dans les 10 jours avant l'élection, il ne se passe plus rien. Ok? J'ai plus de contact. Syriza gagne les élections, constitue le gouvernement, et moi je décide d'aller à Athènes et je vais rencontrer une série de ministres que je connais, Nadia Valavani qui avait participé à l'audit citoyen, je vais rencontrer mon ami Georges Kadrogalos qui avait participé à l'audit citoyen et qui était devenu ministre de la réforme administrative et venait de s'engager à réengager les 6500 personnes licenciées entre 2010 et fin 2014, dont c'est les femmes d'ouvrage, les 495 femmes d'ouvrage du ministère des Finances qui luttaient pour leur réintégration. Je vais le voir. Je vais voir la ministre Rania Antonopoulou chargée de créer 300 000 emplois. Je vais voir le ministre chargé des Affaires européennes, Nikos Chountis, qui était le gars qui m'avait contacté à la demande de Tsipras un mois auparavant, et je vais voir la nouvelle présidente du Parlement grec, Zoé Konstantopoulou, qui a 39 ans,
Et on se rencontre le 16 février et immédiatement le courant passe. Immédiatement, en 5 minutes, je vois que le courant entre nous passe. C'est-à-dire que je lui explique ma proposition d'audit, je lui dis, écoute, on peut vous apporter tel et tel argument très fort pour soutenir une action de votre part en tant qu'autorité grecque de suspension du paiement et créer un rapport de force par rapport aux créanciers. Elle me dit, ok, on fait ça. Propose-moi une commission. Et elle rend... donc on ne se connaissait pas au départ, elle avait entendu parler de moi, et moi je venais de découvrir qui elle était, mais ça se passe très, très vite, on se tutoie très vite, et à l'issue de notre heure de réunion, elle avait convoqué la presse et elle rend public notre réunion. Et elle dit, voilà, j'ai demandé à Eric Toussaint de lancer une commission. C'est rendu public dans les heures qui suivent, c'était le 16 février, et le 17 février, alors que j'essayais de rencontrer ce ministre chargé des relations avec les institutions européennes, Chountis, qui m'avait contacté un mois et demi auparavant, mais qui ne me donnait plus signe de vie, le lendemain, à 8h30 du matin, sa secrétaire me téléphone et dit, est-ce que vous pouvez venir à 12h30 voir le ministre? Parce que, face au fait que la présidente du Parlement rendait public les choses, se dit, je réactive le contact. Et on se voit. Et on discute. Et moi, j'avais obtenu que Le Monde et le quotidien Le Soir publient une opinion autour du 10 janvier et une opinion dans laquelle je disais, c'était le titre, et si Syriza prenait au mot le règlement européen 472, qui dit, au paragraphe 9 de l'article 7, un pays sous ajustement structurel mènera un audit complet de sa dette pour déceler des irrégularités éventuelles et expliquer pourquoi la dette a atteint un niveau insoutenable. Et donc je disais à Syriza, prenez au mot ce règlement, qui est un mauvais règlement, mais il y a un point intéressant dans le règlement, et dites que vous allez le faire. Et donc, ce ministre me rediscute avec moi de ce règlement, et je lui dis, écoutez, vous pourriez dire que le règlement est mauvais parce qu'il impose des contraintes aux États, mais il est d'application. Vous pourriez dire, ce point-là, on l'applique de manière unilatérale parce qu'effectivement, c'est un point extrêmement important. Bon. Finalement, la présidente du Parlement, elle avance dans cette direction-là, et le 16 mars, je vais présenter avec elle et Sofia Sakorafa à la presse grecque la création de la commission. Et Chountis, qu'a-t-il dit? Comment? Chountis, il disait est-ce que tu es disponible au cas où je convainc Tsipras de cela? Et je dis oui, je suis disponible, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Mais en même temps, il savait que Zoé qui avait été proposée par Tsipras pour être la présidente du Parlement et qui avait été élue par 291 voix de parlementaires sur un Parlement d'un peu plus de 300 députés. C'est-à-dire que, y compris la droite, avait voté pour elle. Elle avait eu toutes les voix c'est un des votes les plus importants parce que des gens de positions différentes l'avaient élue présidente. Et elle était donc dans une position importante et dans une relation très étroite avec Tsipras. Ils ont à peu près le même âge et ils ont une estime tous les deux, et donc ils se téléphonent, enfin plus maintenant, plus depuis 4-5 jours, ils se téléphonaient tous les jours, etc. Et donc elle me dit, on lance l'affaire, j'en ai discuté avec Tsipras, il est pour. Et donc moi je propose la composition de la commission, elle accepte tous les membres que je propose, et donc de France il y avait Michel Husson qui est du conseil scientifique d'Attaque et des économistes atterrés, et Patrick Saurin qui est du CADTM mais aussi qui est un dirigeant syndical du syndicat Sud
dans la 4e banque française, BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et qui a écrit un bouquin sur les crédits toxiques, qui est peut-être là au fond de la salle, en vente. Et donc il y avait 2 Français, il y avait 15 étrangers de 10 pays différents, dont un ami qui est l'ancien président de la Banque centrale de l'Équateur, Diego Borja, ancien ministre de l'économie de Rafael Correa, quelqu'un d'autre qui est Maria Lucia Fatorelli, qui a fait partie avec moi de la commission d'audit en Équateur et qui anime l'audit citoyen au Brésil. Et puis il y avait des chypriotes, belges, britanniques, bon, de 10 pays différents, et 15 grecs, dont une série de gens, presque tous les animateurs du comité d'audit citoyen de 2011 étaient dans le comité, dont des gens qui ne sont pas de Syriza. Il y avait parmi les Grecs, une majorité des Grecs n'étaient pas de Syriza, c'était vraiment pluraliste. Pluraliste à gauche, mais aussi avec le principal juriste constitutionnaliste, qui est une personne de 75 ans, et qui avait accompagné le PASOK pendant des années, donc il n'avait pas de lien avec Syriza ou avec Antarcia, il s'appelle Yorgos Kassimatis. Et le 4 avril, commence officiellement nos travaux, mais on les avait commencés, et la séance d'ouverture, il vient le président de la République, qui est de la Nouvelle Démocratie, et qui a été élu sur proposition de Tsipras, qui vient apporter son soutien à la commission d'audit. Tsipras vient apporter son soutien, la majorité du gouvernement est là, Varoufakis est là et dit je vais collaborer à fond avec la commission, et donc en avril, mai, juin, on travaille à fond, et en 2 mois et demi, on produit un rapport qu'on a présenté les 17 et 18 juin, et qui donc fait 65 pages, et dont j'ai parlé au début, et que vous pouvez donc télécharger gratuitement sur le site du CADTM en français. On rend public ça, et à la séance où on rend public, Tsipras vient et appuie, et donc on a une situation dans laquelle le gouvernement appuie la commission, mais en même temps est dans une logique de négociation qui ne s'appuie pas sur la commission. Et donc là, ça m'amène à revenir à ce qui s'est passé juste après les élections. Je vous dis que ma rencontre avec Zoé, la présidente du Parlement, c'était le 16 février. 4 jours plus tard, Varoufakis, avec l'accord de Tsipras, signe un préaccord avec l'Eurogroupe le 20 février à Bruxelles, un préaccord qui sera confirmé le 24 février, donc quelques jours plus tard, et qui dit que la Grèce s'engage à respecter totalement le calendrier de remboursement et les montants exacts à rembourser aux créanciers. Et demande, l'accord dit, on va prolonger de 4 mois le programme précédent, qui devait se terminer fin février, et on le prolonge jusqu'à fin juin. Pour moi, cet accord du 20 février, 24 février, est un accord extrêmement mauvais. Parce que le gouvernement s'engage à assurer les remboursements. Et effectivement, entre 20 février et début juin, le gouvernement a remboursé 7 milliards d'euros à ses créanciers. Alors qu'il a fait des dépenses pour 200 millions, a annoncé des dépenses sur l'année 2015. Les 200 millions ne sont pas dépensés. Il y a peut-être 30 millions ou 20 millions qui sont dépensés. Les 7 milliards, eux, ils ont été remboursés. Ils ne reviendront pas dans les caisses. Et pour moi, cette logique était une mauvaise logique. La logique de Tsipras, c'était de se dire, si nous continuons les paiements, nous allons convaincre les créanciers en cours de la négociation, s'engager sur une réduction de la dette. Donc on continue les paiements, et au bout du compte, par la négociation, ils vont nous autoriser à prendre ces mesures anti-austéritaires,
Ils vont diminuer les exigences de surplus primaire. C'est-à-dire, au lieu de demander 3,5%, ils vont nous demander 1% ou 1,5%. Et au bout du compte, ils réduiront la dette. Ça, c'était le raisonnement de Tsipras. Et donc, c'est le plan de Tsipras. Pour faire cela, Tsipras s'est dit avec son équipe, pas de suspension de paiement, on ne touche pas aux banques, on redemande des sous pour continuer à recapitaliser les banques, et on les laisse aux mains du privé. Il faut vous dire qu'au début de la crise, il y avait 7 banques privées, maintenant il n'y en a plus que 4. Les 3 d'entre elles, il y avait 11 banques privées, et il n'y en a plus que 4. Les 4 plus grosses ont absorbé 7 banques privées. Donc il y a une concentration bancaire plus importante, mais les banques, l'actionnaire principal de ces 4 banques grecques, ce sont les pouvoirs publics qui ont des actions préférentielles, c'est-à-dire les actions préférentielles ne donnent pas droit au vote à l'Assemblée générale de la banque et au conseil d'administration. Et donc alors que l'État est actionnaire principal, il n'exerce pas son pouvoir dans les banques. Et Tsipras a décidé de ne pas toucher aux banques. Et là je mentionne 2 personnes qui sont dans ses conseillers principaux et qui apparaissent peu, Dragazakis, qui est le vice-premier ministre, et Stasakis. Ces 2 économistes clés de l'équipe de Tsipras, pour moi, sont très fortement liés au lobby bancaire privé grec. Et ont promis aux banquiers grecs qu'on ne les toucherait pas. Et donc le plan de Tsipras, c'était on ne touche pas aux banquiers privés grecs. Comment il s'appelle? Dragazakis, c'est le vice-premier ministre, et Stasakis, qui est ministre de l'économie. Avec Stasakis, en 2012, interviewé par la presse grecque sur nos travaux, a dit « Il n'y a que 5% de la dette grecque qui est odieuse ». Il a décrété que c'était 5%, et donc ça ne sert à rien de mener l'audit, parce que il faut une réduction plus importante que ça, et ça ne sert à rien de parler de dette odieuse, puisqu'il n'y a que 5%. Il faut simplement dire que son remboursement n'est pas soutenable, et il faut obtenir une réduction par la négociation. Alors, moi, mon point là, c'est que ce que le gouvernement de Tsipras aurait dû faire, c'est bien sûr de négocier pendant 10 jours, 15 jours, mais le 20 février, face au diktat de l'Eurogroupe, de dire je ne peux pas signer un accord qui implique le remboursement des dettes en respectant le calendrier, et il aurait dû, donc, disons après 3 semaines d'existence comme gouvernement, ou presque un mois, dire « je suspends le paiement » en réalisant l'audit de la dette. La suspension, ce n'est pas l'annulation unilatérale de la dette, c'est une suspension, le temps de réaliser l'audit en application du paragraphe 9 de l'article 7 du règlement 472 du 21 mai 2013, c'est-à-dire une base légale dans le cadre européen pour prendre une décision de ce type-là, mais qui aurait obligé les créanciers, parce qu'on suspendait le paiement, à eux chercher à se mettre à table et à faire des concessions. Il y a une chose clé à apprendre avec des créanciers. Soit ils ont intérêt eux-mêmes, et c'était le cas des créanciers à l'égard de l'Allemagne en 1953, soit ils ont intérêt eux-mêmes à réduire votre dette parce que vous êtes un allié et que vous voulez, comme créancier, que le gouvernement en place, celui de la République fédérale allemande, face au bloc soviétique, soit stable, ou dans le cas de l'Irak, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, ils ont réduit la dette irakienne parce qu'ils avaient envahi l'Irak et qu'ils voulaient que les nouvelles autorités qu'ils contrôlaient puissent recommencer à s'endetter pour reconstruire le pays qu'ils avaient détruit, eux, en empruntant aux États-Unis et en relançant le pétrole. Et il fallait donc réduire la dette due par l'Irak à la France, à la Russie,
aussi aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, et ils l'ont tenu. Ils ont réduit la dette polonaise quand Wałęsa a quitté le pacte de Varsovie. Ils ont réduit la dette égyptienne quand Moubarak, dans la première guerre du Golfe, a décidé d'appuyer les États-Unis pour intervenir lorsque l'Irak a occupé le Koweït. Ils ont réduit la dette pakistanaise lorsque le dictateur, comment c'était, Musharraf, a décidé de prêter le territoire pakistanais pour lutter contre les talibans. Ça, quand les créanciers ont un intérêt stratégique à réduire la dette, ils le font. Et ils prennent même l'initiative de le faire. Mais dans le cas grec, il était clair que les créanciers ne voudraient pas spontanément réduire la dette. Et donc pour les obliger à la réduire, il fallait suspendre le paiement. Et donc bon, ils ont décidé de ne pas le faire. Et pour moi, c'est donc la cause fondamentale de la logique ensuite. Ils n'avaient pas d'argument fort pour forcer les autorités européennes à faire des négociations. Je me souviens, je vous ai parlé de Galbraith. Galbraith, donc économiste de l'université du Texas, est un ami de Varoufakis. Il lui a obtenu un poste à l'université Lyndon B. Johnson du Texas en 2013. Et Varoufakis lui a demandé de devenir son conseiller économique. Et Galbraith est allé travailler à Athènes, comme moi je travaillais, je dirais, en aidant la commission d'audit. Lui était dans l'équipe de Varoufakis, avec un jeune qui s'appelle Daniel Munevar, qui est un jeune économiste colombien que j'avais engagé comme permanent du CADTM en 2012, mais qui avait fait sa maîtrise à l'université du Texas en 2011 et qui était un élève de Galbraith. Alors on s'est trouvé dans une situation amusante parce que je proposais que Daniel Munevar, ce jeune économiste colombien qui travaille avec moi, soit dans le comité d'audit, et donc il était accepté comme membre du comité d'audit, mais Galbraith le contacte à la mi-mars et lui dit: est-ce que tu veux bien venir immédiatement à Bruxelles, participer comme conseiller à la négociation pour aider Varoufakis avec moi? Et donc le gars accepte d'aller conseiller Varoufakis, et moi j'entre dans une négociation alors avec Varoufakis pour que Varoufakis permette à ce jeune économiste de travailler à mi-temps avec Varoufakis et à mi-temps avec la commission. Mais je vous raconte ça parce que je savais très bien ce qui se passait dans l'équipe de Varoufakis. Je savais très bien qu'il ne préparait pas un plan B et qu'il préparait la négociation pour un nouvel accord. Et fin mai seulement, je rencontre Galbraith à sa demande. Il demande à me voir. On déjeune ensemble dans un restaurant d'Athènes. Et il revenait d'avoir été rencontré Schäuble à Berlin. Et Galbraith me dit: c'est terrible, on a négocié depuis 4 mois, on n'obtient rien. Et je reviens, me dit-il, de Berlin, je viens de m'y rendre avec Varoufakis, et Schäuble nous a reçus en disant: qu'est-ce que vous venez faire ici? Je n'ai rien à vous dire. Repartez. Il les a remballés comme des malpropres. Et donc Galbraith était quelque part tellement choqué, il demande à me voir et on discute. Et je lui dis: mais bon Dieu, pourquoi toi-même, avec Varoufakis, avait été contre la suspension du paiement? Et il me dit: tu as peut-être raison. On croyait réellement qu'ils allaient nous faire des concessions et ils ne nous font rien. Nous avons perdu 4 mois. Puis je discute avec lui et je lui dis: mais pourquoi vous ne prenez pas de mesures sur les banques? Ah non, ça je ne veux pas prendre de mesures sur les banques, et puis que les dépôts s'en aillent, ce sera plus facile si un jour on prend le contrôle, les dépôts seront partis. Je n'ai pas compris son raisonnement, je ne le partage pas. Et puis, troisième point, là on était d'accord sur une chose: il faut lancer une monnaie complémentaire. Et je lui explique, voilà, dans l'équipe de l'audit, j'ai l'ex-président de la Banque centrale de l'Équateur, et l'Équateur a lancé une monnaie complémentaire, une monnaie électronique, et ça marche très bien depuis 2 ans.
il me dit, bon, mais c'est une excellente idée, je suis aussi pour une monnaie complémentaire, mais je n'arrive pas à convaincre Varoufakis, et du coup, je n'arrive pas à convaincre Tsipras. Mais là-dessus, on était d'accord. Bon. Donc ça s'est famé, et bon, la négociation a continué. J'ai vu Tsipras le 17 juin, puisque je vous dis, moi je présentais les résultats de l'audit, et en début de séance, il vient me serrer la main, on s'assied côte à côte 5 minutes et on se parle. Et il me dit, Eric, merci pour le travail que tu fais, ça va nous servir. Mais je me rends compte, franchement, parce que bon, je connais, je sais juger des gens, que c'est de la politesse, quoi. Effectivement, ils pensent que ce qu'on fait est bien sympathique, mais ils n'ont pas l'intention, toujours pas l'intention le 17 juin de s'en servir. Et donc on en arrive à la fin juin. Là, ils se rendent compte que les créanciers, non seulement ne font pas de concessions, mais demandent des mesures plus fortes que ce qu'ils n'avaient demandé au gouvernement précédent, et dit là je n'accepte pas, et convoque le référendum du 5 juillet. Et ça marche du tonnerre, comme vous le savez. 62% des Grecs, alors qu'il y a un matraquage médiatique pour leur dire que ça va être la catastrophe s'ils votent non, 62% votent non. On sait que Varoufakis, la veille, déclare, il se réunit avec des journalistes et il dit que demain, le oui va gagner. Donc, certains du gouvernement ne pensaient pas que la population grecque tiendrait le coup et résisterait comme elle a résisté le 5 juillet. Ce qui est dingue, c'est que là on était le 5 juillet, victoire extraordinaire le dimanche à 20h quand les bureaux sont fermés, 62%. Le lendemain, Tsipras convoque Potami, Nouvelle Démocratie et le PASOK, qui avaient appelé à voter oui, et ils se réunissent et ils aboutissent à une déclaration qui dit, voilà, ensemble, avec ces trois partis-là, nous allons renégocier avec les Européens pour un accord. Et il fait une proposition qu'il soumet au Parlement le 10 juin ou le 11 juin, le 11 juillet, pardon, qui est une mauvaise proposition. Aussi mauvaise que celle qui était imposée par les créanciers et qui l'avait amené à convoquer le référendum. Et Zoé, la présidente du Parlement, dit « Je suis contre cette proposition ». Et elle appelle à voter contre. Le Parlement vote pour, avec la droite. Et Tsipras part à Bruxelles, le week-end, négocier. Et négocie toute la nuit du 12 au 13 juillet. Et à 7h du matin, on apprend qu'il y a un accord, qui est encore plus mauvais. Qui est ce fameux accord qui maintenant est concrétisé par les différents votes. Et Tsipras, bon là, j'étais encore en contact tout le temps avec Zoé qui parlait avec Tsipras, elle me dit, il est complètement désarçonné, et effectivement, le revolver sur la tempe, dans la nuit, il a accepté l'inacceptable, et moi j'avais dit à Zoé, écoute, il va sortir un argument, Alexis Tsipras, s'il fait ça, à partir du moment où il fait ça, il faut trouver des arguments forts pour justifier l'injustifiable. Et il va vous dire, si je ne signais pas ça, les banques grecques qui étaient fermées allaient être mises en faillite et les déposants grecs allaient perdre leur argent. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a pensé lui-même d'assainir les banques grecques en les mettant en faillite et en protégeant les dépôts quand il était possible de le faire. Et il était encore possible de le faire à ce moment-là. C'était tard. Et il y avait 40 milliards qui étaient sortis des banques grecques, qu'on a laissé sortir parce qu'on n'a pas mis un contrôle sur les mouvements de capitaux. Mais il y avait encore moyen de le faire. Et il décide que non. Et donc là, pour moi, je pense que c'est parce qu'il a un accord avec les banquiers privés grecs pour ne pas les toucher. Dans le cadre d'un accord, là, parce qu'il est convaincu qu'il faut passer un tel accord, pas parce qu'il est payé par ses banquiers, mais parce que
son équipe, les Dragazakis, Stassakis, l'ont convaincu de ça. Et eux, ils ont des intérêts dans la banque. Et Dragazakis était membre d'un conseil d'administration d'une des banques privées il y a quelques années, et il a un lien direct, étroit, avec les banquiers. Bon. Maintenant, on est dans une situation où, donc, cette politique de concession et de refus d'acte unilatéral a amené à ce que le gouvernement grec demande au Parlement grec, par des mesures d'urgence, c'est pas comment le règlement chez vous, c'est le règlement comment que Macron a utilisé 49.3, c'est un peu ça qui est appliqué en Grèce aujourd'hui, c'est-à-dire que la loi Omnibus, il n'y a pas de possibilité d'amendement. Hein. Et comme le temps de discussion est limité, c'est les chefs de groupe parlementaires qui prennent la parole. Non, pas qui votent. Tout le monde vote à la fin. Mais c'est les chefs de groupe parlementaires. Il n'y a pas la possibilité d'introduire des amendements et de prendre largement la parole pour critiquer, etc. l'accord. Donc c'est une procédure de type 49.3 qui est appliquée. Ni la présidente. Elle a le droit de prendre la parole, mais pas le droit de... Parce qu'elle est encore présidente. Enfin, on verra la situation demain, au cours de cette nuit, parce que tout est fait aussi pour la déstabiliser, et elle est attaquée d'une manière tellement violente qu'ils espèrent qu'elle va disjoncter devant le Parlement et faire une gaffe et justifier un impeachment, pour reprendre un terme anglais, donc justifier le fait de la démettre parce qu'elle aurait commis une faute, ce qui peut arriver dans une situation de terrible énervement. Jusqu'ici, elle a réussi à garder pas son calme, elle ne garde pas son calme, mais à ne pas faire de faux pas qui auraient donné des arguments pour la démettre. Mais donc voilà la situation, et donc j'ai débordé le temps qui m'était imparti, mais je pense qu'il était vraiment important, et comme c'est la première fois que je raconte ce que je raconte, donc je n'ai pas exactement la mesure du temps que ça me prend, et je vais rôder ça, mais je pense qu'il est très important, maintenant que quelque part les carottes sont cuites et qu'il faut en tirer les conclusions. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles conclusions on tire de ça. Et que va faire Podemos en Espagne? Que vont faire d'autres? Qu'est-ce que le Front de Gauche, le NPA et d'autres forces sont prêtes à faire sur la base des D-Link en Allemagne? Qu'est-ce que la gauche européenne va faire? Est-ce qu'on va en rester là? Ou est-ce qu'on va tirer? Et que deviennent les Grecs? Et que deviennent les Grecs? Que font les mouvements sociaux? Tout ça est absolument clé. Donc pour tirer les leçons, il faut connaître une série de choses. Et donc je veux y contribuer. Et bien sûr, il y aura d'autres témoignages. Vous pouvez lire des tas d'informations que Varoufakis rend publiques. Il y a d'autres informations qui sortiront dans les mois qui viennent. Mais l'important, c'est ces témoignages vont-ils servir à bien comprendre ce qui s'est passé pour en tirer les bonnes conclusions. Et qui va tirer les marrons du feu? Et qui va tirer les marrons du feu. Bon, voilà. Merci pour votre attention. Je romps ces accords en appliquant la volonté exprimée par le peuple lors du référendum du 5 juillet et je prends une série de mesures d'autodéfense de la Grèce par rapport aux créanciers, notamment en suspendant le paiement de la dette grecque. Donc il pourrait le faire, il ne va certainement pas le faire, mais il pourrait le faire, c'est-à-dire suspension du paiement, audit officiel, s'appuyant sur nos travaux, socialisation des banques grecques, qui pourrait passer simplement par loi, changer. Il a la majorité pour ça. Il peut changer la loi, par loi, le statut des actions aux mains de l'État grec, en disant, vu la situation
d'urgence, comme De Gaulle, à la Libération, a nationalisé les banques françaises et les assurances françaises. Hein. Le gouvernement de la Libération a nationalisé les banques françaises, la Banque de France, qui était une banque privée, et les sociétés d'assurance françaises. Et de Gaulle, c'était pas de Tsipras, on est bien d'accord. Donc, je veux dire, quand un gouvernement, s'appuyant sur une majorité, veut prendre par acte légal des mesures fortes, il peut le faire. Il faut la volonté de le faire. Il pourrait créer une monnaie complémentaire. Quel est l'intérêt d'une monnaie complémentaire? Bon, je vais vous expliquer ce qui se passe en Équateur. En Équateur, une partie des salaires de la fonction publique, une partie des retraites publiques, une partie des bons humanitaires, parce qu'il y a des bons d'aide à la population la plus défavorisée, une partie des montants versés sont versés via le téléphone portable des différentes personnes qui ont donc, par exemple, ils reçoivent par SMS un message officiel de la Banque centrale de l'Équateur leur disant qu'ils ont une ligne de crédit de $100. La monnaie de l'Équateur est le dollar américain depuis 15 ans. Et ces $100 peuvent être dépensés, donc ils reçoivent un crédit sur un compte, donc ils ont $100 qui leur appartiennent, sur leur compte via le téléphone portable, et ils peuvent effectuer des paiements à partir de ces $100. Ils peuvent payer les impôts, les transports publics, leurs factures d'électricité, d'eau, mais ça va plus loin. Ils peuvent faire des achats dans les supermarchés, qui sont privés. En Équateur, c'est un pays capitaliste où tous les supermarchés sont privés, mais vous me dites, mais comment ça se fait que les supermarchés acceptent? Mais parce que, messieurs, dames, les supermarchés, ils se disent, mais si moi j'accepte pas, et que mon concurrent accepte que ces gens-là aillent faire des dépenses pour $30 ou $50, ils vont aller acheter chez mon concurrent et pas chez moi. Tandis que si j'accepte le paiement, moi qui paye des impôts à l'État en fin d'année, ou qui fait appel à des services publics pour, par exemple, venir prendre les poubelles sur la voirie, les poubelles que je mets, ben, je vais payer le service de la voirie publique avec le crédit que ces gens-là me payent sur la base de... Donc, commence à fonctionner une monnaie complémentaire qui n'implique pas que s'échange le billet vert, le dollar. La Grèce pourrait le faire avec une monnaie de compte en euros. Et ce que fait l'Équateur pousse la chose plus loin quelque part pour créer la confiance chez les gens. Et ça marche. Les autorités équatoriennes disent, si vous voulez changer votre crédit de $100 en billets verts, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller à la banque centrale, mais vous pouvez aussi, à la caisse du supermarché, demander en contrepartie de votre crédit qu'on vous rende des dollars. Mais le calcul qui est fait par les autorités équatoriennes, c'est qu'il y a un maximum de 1 personne sur 5 qui va avoir cette démarche-là. Et donc, dans les réserves de la Banque centrale de Grèce, en contrepartie de 100 émis, sur la ligne de crédit, il y a 20 en réserve. C'est-à-dire, 1 sur 5 va peut-être aller demander la contrepartie en dollars. Et cette contrepartie existe. Et en fait, les gens ne vont pas demander leur contrepartie. Et donc, ça fonctionne. Et donc, c'est possible de créer ce genre de choses. Et c'est tellement possible que les banques fonctionnent déjà comme ça. Il y a une série de banques qui créent le service Proton. Je ne sais pas si ça existe ici. Ça existe dans mon pays, la Belgique. Il y a des systèmes où les banques, finalement, n'ont pas de véritable contrepartie. Et d'ailleurs, en Équateur,
mon ami ex-président de la Banque centrale, il a mené une bataille, parce que quand les banques privées ont su que Correa voulait créer une telle monnaie, les banques privées ont contacté Correa en disant « Ok, ça doit passer par nous. Il y aura un compte particulier sur le chip de la carte bancaire et ça passera par nous. » Et Correa leur a dit non. Et ça passera par le téléphone. Parce qu'il y a évidemment parmi les plus pauvres, en Grèce et surtout en Équateur, des gens qui n'ont pas de compte en banque. Il y a plus de gens aujourd'hui qui ont un téléphone portable parmi les pauvres que de gens parmi ces pauvres qui ont un compte bancaire. Et donc, ça peut fonctionner par le système bancaire, mais c'est une ligne sécurisée qui est contrôlée par la Banque centrale et qui impose un accord avec les sociétés de téléphone portable, qui peuvent être des sociétés privées de téléphone portable. Donc, c'était possible en Grèce, et c'est possible en Grèce de le faire. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Mais l'État grec, du coup, aurait pu augmenter les salaires, augmenter les retraites avec ces montants-là, par la monnaie complémentaire, et donc permettre aux gens de consommer plus, et donc de contribuer à la relance de l'économie, tout en dépendant moins des euros fournis par la Banque centrale européenne aux banques grecques, auprès desquelles les citoyens grecs vont chercher des euros via les guichets automatiques par lesquels on peut retirer des billets d'euros. Donc c'est possible de le faire. Il faut le faire. Donc moi je travaille à ces propositions, je les ai rédigées. Quand j'ai rédigé un texte sur une alternative possible à la proposition de Tsipras du 11 juillet, puis une alternative possible à l'accord du 13 juillet, il y a eu des dizaines de milliers de chargements de mon article qui a été traduit en grec, qui a eu, et plusieurs dans la presse grecque, on a dit, bon, Varoufakis c'est un plan B, Eric Toussaint un plan B, il y a d'autres plans B, pourquoi est-ce que Tsipras ne s'en sert pas? Je veux dire, ça fait partie du débat public en Grèce. Et donc effectivement, il faut trouver des forces politiques qui s'engagent à réellement dire si je suis amené à être au gouvernement, je le ferai. Bon voilà, rester ou pas dans la zone euro, je pense qu'il était jusqu'à juillet qu'il était possible de prendre toute une série de mesures que j'ai citées sans sortir de la zone euro. Ça pouvait mener soit à ce que les créanciers fassent réellement des concessions, ça pouvait réellement mener à ça, ou ça pouvait mener à le fait qu'ils ne fassent pas des concessions, mais ils ne les ont de toute façon pas faites, et là, ça pouvait amener à la nécessité pour la Grèce de sortir de la zone euro. Mais il n'y avait pas de nécessité de le faire dans les 6 premiers mois. Maintenant, vu ce qui s'est passé, l'option sortie de la zone euro devient une option quasiment, pour la Grèce, quasiment inévitable pour une force de gauche qui voudrait le faire. Parce que du côté des autorités européennes, on a durci d'une telle manière et on a adopté des règles d'une telle manière à la Banque centrale européenne que ça devient difficile de le faire. Pour un pays comme la Grèce. Je pense par contre qu'un pays comme la France pourrait, s'il y avait un gouvernement qui veut réellement mettre en place une autre option, un tel gouvernement n'a pas besoin de sortir de la zone euro. Donc le débat sur sortir ou pas de la zone euro dépend aussi dans quelle partie de la zone euro on se situe. Si on se situe en Grèce ou au Portugal, je crois que maintenant l'option sortie de la zone euro est une option.